Bonjour, la campagne officielle des élections municipales 2020 pour le deuxième tour débute ce lundi, une campagne qui se déroule dans un contexte exceptionnel. Et pour répondre à ce contexte exceptionnel, France 3 Centre Val-de-Loire met en place un dispositif exceptionnel avec une série de débats. Tous les soirs à la même heure sur cette antenne, nous vous proposerons jusqu'au jeudi 24 juin 9 débats, en commençant par la ville de Fleury-les-Aubrais. Alors, Fleury-les-Aubrais, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des principales villes du Loiret, la troisième en nombre de population, derrière Orléans et Olivet, avec un peu plus de 21 000 habitants. C'est une ville de banlieue surtout connue par son important nœud ferroviaire. C'est aussi une ville qui est traversée par des dizaines de milliers de véhicules chaque jour. Une ville industrielle qui a autrefois été dirigée par le Parti communiste et qui vote au centre droit depuis plusieurs élections, depuis 1995. Et trois candidats sont qualifiés pour ce deuxième tour. Carole Canette, vous êtes secrétaire fédérale du Parti socialiste et vous menez une liste d'union de la gauche, fusion qui a été faite dès le premier tour, soutenue par le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Marie-Agnès Linguet, vous êtes la maire sortante, soutenue par l'UDI, La République En Marche, Les Républicains et le MoDem. Et Stéphane Cusby, vous étiez autrefois socialiste, vous êtes aujourd'hui un candidat sans étiquette d'inspiration écologiste. Alors je rappelle les résultats de ce premier tour. C'est vous, Carole Canette, qui est arrivée en tête avec 33% des voix. Vous devancez Marie-Agnès Linguet, 29%. Stéphane Cusby, 17%. Gérard Bourderiou aurait pu être présent ce deuxième tour. Il a essayé de fusionner avec Stéphane Cusby, on en reparlera, mais donc il n'est pas présent. Puis il y avait aussi la liste de Patrick Lamiable, liste lutte ouvrière, et une autre liste ouvrière, de Dominique Lab, qui chacune ont obtenu 2%. Alors, cette campagne, dans ce contexte exceptionnel, avec un deuxième tour le 28 juin, très éloigné du premier tour. On sait que tous les trois, vous avez l'habitude des campagnes électorales, puisque vous étiez tous les trois en campagne déjà en 2014 pour cette même ville, mais vous n'avez jamais vécu de campagne dans ce contexte. Est-ce que c'était le bon choix, Carole Canette, de faire ce deuxième tour maintenant, plutôt qu'éventuellement d'annuler le premier tour et de faire tout plus tard ? Je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que c'était le bon choix. Je pense que c'était le moins mauvais, surtout. Mais la situation dans laquelle nous étions était extrêmement complexe. Et je crois qu'il fallait en sortir. Donc je dirais que c'était le moins mauvais choix. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est important, alors en l'occurrence pour les Fleurissois, mais dans toutes les communes où ça se passe de la même manière, c'est-à-dire pour lesquelles les choses ne sont pas réglées à l'issue du premier tour, il faut qu'on en sorte et qu'on avance et que les projets puissent se mettre en œuvre et que les habitants et les habitantes puissent exprimer leur choix. C'est des enjeux aussi pour les métropoles. Et donc pour Orléans Métropole. Et puis à l'échelle du territoire national, c'était aussi important parce que les collectivités publiques vraiment ont un poids très important dans l'investissement. Et donc pour que les projets ne soient pas arrêtés, et donc aussi pour l'économie, c'était important. Donc après, il faut s'adapter sur les modalités de campagne, et on le fait. Là, les médias, le numérique. Alors tout le monde s'adapte. Marie-Agnès Linguet, cette date du 28 juin, elle est équitable ? J'ai toujours pensé qu'il était trop tôt. Qu'il était trop tôt pour retourner aux urnes. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de cette crise sanitaire inédite, on n'a jamais vécu des moments aussi graves. Il fallait que nos services se remettent en état de fonctionner pour organiser, dans un contexte difficile, on vient de le dire, pour organiser effectivement les bureaux. Il y a des assesseurs, de très nombreux assesseurs aujourd'hui qui nous disent ne pas être rassurés, ne pas être en capacité de tenir les bureaux. Donc moi je suis allée, j'ai discuté avec un conseiller du président Macron. Je me suis vraiment alarmée par ce retour un peu trop rapide aux urnes. Après, ce qu'a dit Mme Canette est exact sur les EPCI, sur le fonctionnement de la métropole, sur le fonctionnement des décisions économiques. Mais dans le même temps, je trouve que c'est très complexe. Il va falloir y aller. Mais il va falloir aussi convaincre les personnes fragiles, notamment, qui sont dans la crainte aujourd'hui par rapport au coronavirus, de se déplacer et que nous assurions, en les rassurant le plus possible, une organisation des bureaux avec un protocole sanitaire très élevé. Vous êtes à la fois aux affaires et en même temps en campagne. Vous, Stéphane Cusby, vous êtes uniquement en campagne. Est-ce que pour un candidat d'opposition, il est possible de se faire entendre dans ce contexte-là ?
Ah, tout à fait, en effet. Peut-être sur la date du 28 juin, si je puis y revenir. Moi, je crois que le Premier ministre a pris une décision il y a à peu près un mois maintenant. On aurait voté le 28 juin et au mois de janvier, finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose, hormis le fait que les métropoles, les communes auraient pris du retard dans la préparation post-crise, puisqu'on voit bien qu'il y a une crise économique, une crise sociale qui peut-être va surgir à la rentrée au mois de septembre. Donc il faudra que les collectivités soient prêtes. Alors après, concernant les modalités de campagne, moi je trouve que ce deuxième tour des élections ressemble davantage à une nouvelle élection. Il y a eu tellement de temps entre les deux tours. Regardez, lorsque le deuxième tour a lieu immédiatement après, une semaine après, nous n'avons pas le temps de faire des débats ou de distribuer des documents de campagne ou de préparer des produits numériques sur chacun des blogs de chacun des candidats. Et en quelque sorte, c'est une campagne supplémentaire pour la vie démocratique dans les communes. Mais une campagne, ça me semble assez exact, parce qu'on peut regretter le fait que l'élection a commencé et puis finalement elle se soit interrompue. Et en même temps, il y a cette possibilité supplémentaire de donner des informations d'entre-deux tours, une fois que les choses sont, j'allais dire, un premier paysage est posé, de continuer à communiquer avec les citoyens. Moi, je ne dirais pas une deuxième campagne, je dirais une campagne de second tour plus... autrement dense, mais moins superficielle. Voilà. Et si on prend le temps de partager avec les habitants, alors tout en respectant les protocoles sanitaires, évidemment, tout en étant prudent, mais de donner de l'information par les médias, par le numérique, les sites Internet. Moi, j'ai revu, on avait un tout petit site, un tout petit blog, on a revu le site Internet, on communique beaucoup par les réseaux sociaux, on essaie d'occuper aussi l'espace public, et les gens, les électeurs ont le temps de comparer les projets, donc je me dis que ça peut être aussi une campagne où on est plus informé, paradoxalement, pour exprimer son choix. Sauf que si je puis me permettre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un avant et un après Covid. Donc ça change quand même la configuration de la campagne et de ce qu'on a à dire en fait à nos concitoyens. Il y a effectivement un rapport à l'autre qui a changé. Je trouve qu'il y a une proximité qui s'est créée. Même, je veux dire, entre les candidats, on s'appelle plus facilement, on discute plus facilement, on est sur des éléments de rassurance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, de quoi ont besoin notre population demain, avec l'humain et la fraternité en avant, parce qu'on a vu aussi des moments de solidarité assez intenses, qu'on a tous, je crois, les uns et les autres, applaudis. Parce qu'on a eu besoin de nos concitoyens. Et ça, je crois que ça change effectivement la donne. Est-ce que votre rapport à votre opposition locale aussi a pu changer? Parce qu'au plus fort de la crise, il a fallu faire bloc. C'était peut-être difficile de critiquer ce qui avait été fait. Peut-être maintenant, la parole se libère un peu plus et on fait le bilan de la façon dont cette crise a été gérée localement? Alors, moi j'ai souhaité, et j'ai eu un courrier de la part de notre opposition qui souhaitait intervenir dans les débats. On s'est très régulièrement réunis téléphoniquement, je crois que c'est 17 réunions qui ont eu lieu de 1 heure à 2 à chaque fois, où les choses n'ont peut-être pas été partagées comme les uns et les autres l'auraient souhaité, mais en tout cas il y a eu des éléments. On a dit tiens voilà, on va faire ça. Lorsqu'il y a eu par exemple, la fermeture du cimetière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats parce que ça touche au cœur des concitoyens. Et là, on a eu, pour le marché, sur le marché, on a énormément échangé. Donc oui, il y a eu ce qu'on ne faisait jamais. Je veux dire, on s'est régulièrement réunis au téléphone pour les raisons de confinement, bien évidentes, mais on a tenu des réunions, mais pour le bien de tous, en fait. C'était ça. Alors parfois, effectivement, c'est un peu punchy parce que ainsi va la vie politique et qu'on a une vision de la société, comme je le disais tout à l'heure. Donc sans avoir à redire sur les choix qui ont été faits au plus fort de la crise. Je crois qu'on peut le dire sans embâche. Il y a des décisions que je partageais. Il y a aussi des propositions que nous avons faites et qui n'ont pas été retenues. Et forcément, je le regrette. Mais il y a aussi des décisions qui ont été prises et que je partageais. Voilà, moi, sur les aspects
sanitaire, aucune difficulté, mais Madame Linguet, vous le savez, sur la question de l'accompagnement des difficultés sociales que pouvaient rencontrer les familles, et quand je dis sociales, c'est pas seulement financière, mais et vous me disiez dans ces moments-là qu'on renvoyait, j'ai des échos en ce sens, vers les associations. Moi, je pense par exemple que sur des services de livraison de courses, de livraison de médicaments, on aurait pu le faire. Je crois qu'on ne va pas rentrer dans le détail en la matière, mais il y a aussi beaucoup de perceptions de votre part. On pourrait y revenir, et beaucoup de perceptions. Et notre service social, avec son fonctionnement, etc., a été surpris de certaines perceptions. Mais c'est normal. Voilà, on est dans la logique. Stéphane Cusby. Oui, sur la gestion de la crise, je me garderais bien d'apporter une quelconque critique trop forte. Néanmoins, des choses positives ont été faites. Je crois que le déplacement du marché à Jacques Duclos, je crois que tout le monde le salue. C'était bien organisé, il y avait, les gens sont venus faire leur marché comme à l'habitude. Les employés municipaux, à l'entrée et à la sortie, organisaient les déplacements des personnes. Donc c'était plus positif. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans la gestion de la crise, c'est qu'il y avait une grande absente. Et la grande absente, c'est la métropole. Parce que nous sommes dans le cadre d'une élection municipale, mais également métropolitaine. J'imagine qu'un certain nombre de communes, parmi les 22 de la métropole, les plus petites, ont eu bien du mal à devoir gérer la crise, ont bien du mal à devoir trouver des masques. Et ce que je regrette, c'est que, alors que tout le monde, ou beaucoup, se disent très attachés à la métropole, à l'intercommunalité, à la nécessité de mettre en commun nos forces, ce que je regrette, c'est que la métropole ait été totalement absente. En tout cas, elle a été fortement silencieuse. Non, ce n'est pas vrai. Elle a été fortement silencieuse. C'est pas vrai sur les masques, par exemple, et sur la confection des masques. On est encore sur un ressenti. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la métropole. Oui, je suis deuxième vice-présidente de la métropole en charge de l'habitat, du logement et de la cohésion sociale. Et on a des réunions sous forme de audio, de vidéoconférence, où tous les besoins des maires ont été pris en compte, notamment au niveau des masques, du gel hydroalcoolique. Il y a une ville de la métropole qui s'est rapprochée d'une entreprise qui était sur son territoire, en l'occurrence ce mois, puisque l'entreprise c'est OOC, et qui nous a accompagnés pour la production de gel hydroalcoolique, et l'ensemble des communes de la métropole ont été livrés en gel, et on a accompagné les petites communes pour la production et pour la production de masques d'une part, et donc l'achat directement de masques et qui ont été livrés dans les. Alors ça c'est pas su parce que on doit avoir un truc, je sais pas, il y a le faire savoir et le savoir-faire. Et je crois qu'on a le savoir-faire à la métropole notamment, et je plaide coupable sur la ville de Fleury aussi. On a fait des tas de choses. J'ai la liste, mais le problème, c'est à un moment que le citoyen le ressente, qu'on ait la preuve. On n'en parle pas dans la presse locale, c'est vrai, et donc c'est bien compliqué à ce moment-là de dire aux concitoyens voilà ce qui s'est passé. En fait, en tant que maire, moi, je l'ai vécu vraiment tout à fait différemment. Carole Canet, vous avez raison, je l'ai vécu tout à fait différemment. Il y a bien eu un travail de solidarité d'effectuer. Alors le fait est qu'il est difficile, quand on est dans l'opposition et qu'on plaide pour un changement à la tête de la mairie, de devoir donner parfois un satisfecit à l'exécutif qui est en place et qui gère la crise. Il y a un sujet qui est moins consensuel, sur lequel il faut qu'on fasse le point pour éclairer les électeurs dans ce débat, c'est celui des alliances politiques de cet entre-deux-tours, parce qu'avec cet entre-deux-tours particulièrement long, il s'est quand même passé une campagne souterraine. Pardon, c'est pas un satisfecit, comme je le dis. Il y a des décisions que j'ai partagées, notamment sur les aspects sanitaires. Quand il y a eu le cluster Tradival, on s'est appelé très rapidement, et notamment sur la fermeture des écoles et tout ça. J'ai dit, vous aurez tout mon soutien. Je vous ai appelé à peu près deux fois par semaine. Mais c'est pas un satisfecit en ce sens que je pense qu'il y a tout un pan sur lequel nous n'avons pas été, la commune n'a pas été suffisamment présente. C'est l'accompagnement social et au quotidien des familles. Voilà, je voulais préciser, parce que ce n'est pas tout à fait un satisfecit. Mais encore une fois, pas de remise en cause sur les aspects sanitaires. Sur un sujet assez peu consensuel, donc celui des alliances politiques, pour qu'on y voit plus clair. Vous êtes tous les deux candidats d'opposition. Vous plaidez pour un changement à la tête de la mairie. Pourquoi il n'a pas été possible de vous entendre, par exemple, puisque tous les deux, vous mettez en avant beaucoup l'écologie dans vos programmes? Oui.
Qu'est-ce qui a fait que le lien ne s'est pas fait entre vous? Non, allez-y, ou je peux commencer si vous voulez. Eh ben, je vous laisse commencer. Allez-y, monsieur. Allez, on y va. Moi, je crois que Madame Canette a fait un choix il y a maintenant de nombreux mois, au tout début de la campagne électorale, pour la préparation de ces municipales, qui était de privilégier une alliance avec le Parti communiste. Voilà. Je pense, et peut-être pourrez-vous nous le confirmer, je pense que dans cet accord figurait un article, en quelque sorte, qui consistait à, pour le deuxième tour, pas de fusion possible avec la liste qui serait, ou qui sera à l'époque, conduite par Stéphane Cusby. Donc je crois que c'est un choix qui a été fait dans le cadre d'un premier accord avec le Parti communiste français et que, de fait, rien n'a été possible dans un second temps. Oui. Madame Pérez, c'est une manière un peu particulière de réécrire mon histoire et notre histoire, celle de nos colistiers. C'est l'analyse que j'en ai faite. Eh bien, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. C'est vrai que nous nous appelons peu. Peut-être plus Marianne Maslinguet que nous nous appelons. C'est vrai que c'est quelque chose qui remonte loin, par contre. Ça, c'est extrêmement vrai. Moi, je souhaite le rassemblement de la gauche. Quand je dis le rassemblement et des écologistes, quand je dis le rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est d'ailleurs pas seulement les partis. Parce que c'est un peu réducteur. Moi, j'ai plein de colistiers qui ne sont dans aucun parti, par contre sur un socle de valeurs partagées. Et cette cohérence, j'y tiens, c'est une cohérence dans la diversité, mais c'est une cohérence parce que je pense que c'est important pour avancer ensemble. Et excusez-moi, mais l'expérience montre que cette cohérence aurait été un peu bousculée si nous avions, on va dire, pris langue, puisque la tentative de fusion avec une liste de droite que vous avez menée montre... On va y revenir, je crois, c'était prévu. Oui. Alors j'explique une chose, oui, pour cette liste de droite, c'est la quatrième liste, celle qu'on a vue dans les résultats, la liste de M. Gérard Bourderiou, qui était l'un de vos adjoints, Marie-Agnès Linguet. Et donc cette liste comportait plusieurs de vos anciens adjoints, avec qui, en cours de mandat, vous avez eu quelques différends, donc ils ont mené une liste contre vous. Cette liste a tenté une fusion avec votre liste. Vous étiez d'accord, les deux têtes de liste, vous, M. Cusby et M. Bourderiou, mais cette fusion n'a pas pu se faire parce qu'une majorité de colistiers de M. Bourderiou sont allés à la préfecture pour s'opposer à cette fusion, ce qui fait que donc vous vous retrouvez seul aujourd'hui avec votre liste identique à celle du premier tour. Pourquoi est-ce que cette fusion n'a pas été possible? Alors, tout d'abord, peut-être si on pouvait revenir sur le résultat du premier tour et l'analyse que j'en ai faite. L'analyse que nous en avons fait avec mon équipe, c'est le constat d'un électorat extrêmement divisé. Madame Linguet, maire sortante, qui se représentait pour un deuxième mandat, a tout juste atteint les 30%, juste en dessous, 29,78%. Alors même que dans la plupart des autres communes de la métropole, le maire sortant a été réélu dès le premier tour et parfois avec des scores supérieurs à 60%. De l'autre côté de l'échiquier politique, Madame Canette, dans son alliance de gauche, avec les appareils de gauche, son rassemblement, et des écologistes, a recueilli un tiers des suffrages des Fleurissois, 33,89. Dans une ville, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ancrée à gauche de longue date, même si depuis 1995, anomalie, singularité, c'est le centre droit qui la gère. Il restait un troisième tiers, entre le premier tiers de Madame Linguet et le deuxième tiers de Madame Canette. Non, il restait le sixième, Monsieur Cusby. Il y avait un troisième tiers au milieu qui était représenté par deux listes. Deux listes qui avaient la particularité, d'une part, pour l'une, d'avoir pris ses distances avec la majorité sortante. Et pour l'autre, d'avoir toujours été dans une opposition à la majorité de centre-droit que vous évoquiez en début d'émission. La question pouvait se poser. Un rassemblement est-il possible dans le cadre d'un deuxième tour? Et si oui, sur quelle base? Moi, j'ai regardé un certain nombre d'éléments, et notamment des éléments
programmatique. Dès lors que la liste de M. Broderiou avait pris ses distances avec la majorité sortante, il n'était pas anormal que je m'intéresse aux éléments programmatiques. J'y ai vu de nombreuses choses que nous-mêmes, nous avions défendues dans le cadre de la campagne du premier tour. Premier élément. Deuxième élément, je me suis intéressé à l'étiquette politique des différents candidats de cette liste qui se présentaient en dehors des partis politiques. J'ai posé la question très clairement, y a-t-il des encartés sur votre liste ? On m'a répondu non. Voilà. Dès lors, il y avait possibilité de discuter pour offrir une alternative aux Fleurissois entre Mme Canette et Mme Linguet. Et le critère, c'est non encarté, alors. Le critère, c'est d'être non encarté, alors. Peu importe les valeurs, parce que, sur les éléments programmatiques, excusez-moi, mais par exemple, la gestion de l'eau. Vous parlez depuis longtemps de la gestion publique de l'eau. Excusez-moi, mais sur la liste de M. Broderiou, c'est pas forcément des gens qui sont favorables à une gestion publique de l'eau. Le combat a été long pour qu'on puisse remettre en cause le contrat. J'ai fortement contribué. Exactement. Et ceux qui s'y opposaient, excusez-moi, à ce passage au public, c'était des gens il y avait des gens qui étaient sur la liste de M. Broderiou. J'ai le souvenir néanmoins que c'est pas une majorité. Sur la cause animale. Alors on parle effectivement de vos anciens alliés, Madame Linguet. Un éclairage que c'est un. Enfin voilà, on est à 3 là. Néanmoins, j'ai pas fini ma démonstration peut-être. Enfin, vous nous dites que vous aviez trouvé un accord programmatique. Il se trouve que donc les colistiers de M. Broderiou. Et pour nous, un programme, un projet pour les Fleurissois, dès lors qu'on était d'accord dessus, c'était le plus important. Voilà. Donc il y avait un accord programmatique. Peut-être vous voulez ajouter un mot sur cette question, Madame Linguet, avant qu'on s'intéresse justement à vos programmes respectifs et à ce qui a pu changer récemment dans vos programmes suite à cette crise. Je suis contente d'apprendre aujourd'hui que je constitue une anomalie. Pierre Bauchet en sera ravi également. Simplement, je crois qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a que des gens qui votent, il n'y a que des électeurs. Il n'y a que des électeurs qui votent par rapport à un programme, par rapport à des humains, par rapport au rapport qu'ils ont avec leur maire, avec les élus. Moi, je ne reviendrai pas, je crois que c'est celle qui a le mieux défini les problématiques liées aux 7 personnes donc, qui ont pris des distances, vous le dites très bien Stéphane, Stéphane Cusby, pardon. Vous le dites très bien. C'est vous qui l'avez défini le mieux, Madame Canette, en disant que c'était la convergence, en fait, des frustrations. Et c'est une évidence qu'on a vu apparaître, ça et là, un certain nombre de divergences qui n'ont jamais réussi à mettre à bas une majorité, même si c'était une complexité folle. Et quand on est aux manettes, vous savez, quand on n'est pas aux manettes, on est un peu en position... Je ne dis pas de sniper, mais pas loin, en se disant, tiens, ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Et je défie quiconque de mener une liste où où il n'y a pas au départ de véritables points communs programmatiques et de valeurs, en parlant de valeurs. En parlant de valeurs, il y a des choses qui parfois peuvent me sembler bizarres dans les lectures que font les uns et les autres. Alors, pour les gens de gauche, je suis de centre droit. Pour les gens de droite, je suis de centre-gauche. Je suis centriste. Ça fait 25 ans que je le suis. Surtout par les Républicains, qui est clairement un parti de droite. Absolument. Mais aussi par les partis centristes comme l'UDI. Il n'y a pas d'extrémistes. Dans mes valeurs personnelles, il n'y a pas de comportement idéologique. Surtout pas, jamais. Je crois qu'on a toujours essayé les uns les autres d'être pragmatiques, y compris sur la logique du développement durable qui s'introduit petit à petit dans l'ensemble de nos... alors après, moi, je ne veux pas verdir nos problèmes. On appelle ça du greenwashing. Je ne veux pas verdir nos programmes inutilement. Il faut de vraies solutions. Pas des solutions nouvelles suite à la crise. Ce sont des choses que vous avez rajoutées dans votre programme. On vient de modifier, on commence à le dire à nos concitoyens de Fleury. On a rajouté peut-être qu'on ne l'a pas assez, elle y était.
Mais peut-être que nous ne l'avons pas suffisamment mis en avant, alors que c'est un travail qui est fait, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, au niveau d'Interrive. Il y a un véritable travail de respect du développement durable, avec des déplacements doux, avec des végétalisations, avec des fermes urbaines, etc. Donc, et dans les programmes des uns et des autres, on a trouvé des éléments forts. Madame Linguet, Monsieur Cusby. J'entends vos propositions nouvelles, puisque vous nous indiquez qu'il faut aller plus avant sur toutes ces questions. Mais enfin, ça fait quand même 6 ans que vous êtes maire de Fleury-les-Aubrais. Qu'avez-vous fait dans tous ces domaines? Qu'avez-vous fait en termes d'artificialisation des sols? Vous avez été une des championnes de tous ces derniers mandats, entre les terrains synthétiques, entre la... Oui, je sais que c'est votre dada. Okay. Et oui, de l'herbe, moi je préfère de l'herbe plutôt que de l'herbe en plastique. Et moi je vois l'aspect social, mais je vous en dirai plus. Et l'installation de chapiteaux, combien d'arbres ont été abattus? Combien en ont été replantés? Donc, quelle surface a été artificialisée également? Donc, vous voyez, les discours, c'est une chose, mais après, il faut aussi regarder les actes. Et là, au cas d'espèce, on peut les observer sur les 6 dernières années. Et nous, on pense que ça n'a pas suffisamment avancé. Ça n'a pas suffisamment, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est pourquoi on a voulu... Je vous rappelle, pardon, Madame Canette, je vous rappelle quand même que nous avons travaillé depuis 6 ans à une rédaction commune, ce qu'on appelle le PLUM aujourd'hui, donc le plan local d'urbanisme métropolitain. Donc on a travaillé sur un PLU justement qui retraçait une véritable trame verte pour la ville de Fleury. On a protégé le quartier Gare, qui est un quartier historique. On a protégé dans le PLU le quartier Gare pour qu'il reste justement ce poumon, cette verdure. Nous avons également protégé maintenu les fonds de clos, les fonds de parcelles, des zones jardins. Oui, alors on n'a pas rien fait. Peut-être que ça ne suffit pas, et ça, je veux dire, c'est le débat naturel. Peut-être que ça ne suffit pas, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des éléments pour lesquels il va falloir vivre, notamment produire localement pour nourrir, pour être dans le circuit court vis-à-vis de la fourniture d'alimentation pour les enfants dans la restauration scolaire. Alors peut-être que ça ne suffit pas effectivement aux yeux, Carole Canette. 2 points, puisqu'on parle de métropole. À l'échelle de la métropole, et vous êtes dans la majorité métropolitaine. Oui. Vous êtes vice-présidente de la métropole. On a eu un SCOT qui proposait une consommation... Dans le SCOT, précisons. Oui, schéma de cohérence territoriale. C'est-à-dire, c'est de la programmation d'urbanisation, de l'aménagement du territoire à l'échelle métropolitaine. Et on avait dans ce document l'autorisation d'artificialiser encore des sols dans des proportions qui étaient très importantes. Je veux dire, vous avez voté. Non, mais oui, tout à fait. Mais ce que le SCOT dit et ce que justement, j'allais dire, la partie d'opposition de gauche ne veut pas entendre, c'est que ce SCOT nous interdit de consommer davantage de terres agricoles. C'est dedans, c'est dedans. Oui. Et ça nous permet donc de reconstruire la ville sur la ville, ce qui est une obligation. Oui, mais en consommant des terres. Des terres. Reconstruire la ville sur la ville. Écoutez, ce que je dis, ça ne veut pas dire de consommer plus de terres. 38 hectares. Après, voilà, on deuxième point sur la ville, Madame Linguet. Il y avait consommer de nouvelles terres agricoles, c'est important. Oui, mais il y a les terres agricoles qu'il faut préserver, bien évidemment, pour avoir de l'agriculture urbaine, mais il y a aussi la consommation de terres non artificialisées pour le moment, et c'est prévu dans ce SCOT. Et il y a respect du SCOT et du PLU. Oui, peut-être, mais ce SCOT, ça, c'est quand même un problème sur le SCOT. Deuxièmement, moi, il me va. Voilà. Pour ce qui est de l'action, c'est ce que je vous dis, il vous va, pas moi. Sur le deuxième point, sur l'action à l'échelle de la commune, nous avions un service développement durable. Il y avait, si je ne me trompe, un poste et demi sur... Qu'en est-il de ce personnel? Il n'y en a plus. Les folles journées du développement durable qui rassemblaient du monde, il n'y en a plus. Mais il y en a eu jusqu'à l'année dernière, il y en a eu. Il n'est pas question de faire disparaître quelques
Ils sont où ces postes sur les développements durables, Madame Linguet? Écoutez, je suis Madame Canette. Je ne suis pas à la DRH. Soyons sincères. Mais c'est pas une question de DRH, Madame Linguet. C'est pas une question de DRH. Madame Canette, je sais que vous aimez me prendre par les petits détails. Et je sais que vous aimez démontrer. Avoir un service de développement durable ou pas, c'est pas un Madame détail, Canette, Madame Linguet. regardez attentivement notre projet. On ne peut pas avoir fait disparaître ce qu'on va mettre en exergue et en avant. Bien sûr qu'il y aura à nouveau et lorsqu'il y a, par exemple, il y a peut-être les folles journées, mais il y a également, vous savez, lorsqu'on le concours des courges, etc., le troc jardin, etc. C'est pas lié du tout au développement durable. Et l'aménagement des cours d'école, Madame Linguet. Mais l'aménagement des cours d'école, ce sont des sujets. À goudronner. Oui, à goudronner. Ce sont des sujets importants. Pour moi, il y a deux enjeux. Il y a à la fois. C'est extraordinaire parce que on dirait que vous n'avez pas lu, je veux dire, ce qu'il y a dans notre programme. Si, j'ai lu ce qu'il y a dans votre programme, mais j'ai aussi vu ce que vous avez fait pendant votre mandat et je dirais même vos mandats, parce que c'est comme... Oui, 25 ans. Je suis totalement dans la continuité et je ne crache pas dans la soupe. Moi, c'est pas ma nature. Surtout les points. Mais non, normal, c'est ma personnalité. Il faut aussi qu'on entende Stéphane Cusby sur ce sujet, parce que dans les mesures urgentes de sortie de crise... Il y a deux enjeux sur et précisez-nous quelles sont vos mesures urgentes de sortie de crise. C'est comme ça. Il y a deux enjeux, à mon avis, sur le climat. Il y a à la fois prendre ce virage écologique par sens des responsabilités pour arrêter ce drame vers lequel on semble aller si on ne change pas nos habitudes. Et puis, il y a aussi prendre soin des habitants dans ce contexte de changement climatique qui crée de l'inconfort, qui crée des drames sanitaires aussi. Donc il y a ces deux axes-là, la responsabilité écologique d'une part et la responsabilité, vous le disiez, sociale et d'accompagnement des populations. Est-ce que l'un et l'autre, sur ces points-là, les cours d'école, Madame Linguet nous a dit central. Les premières mesures urgentes de sortie de crise, c'est plus de protection de l'environnement. Est-ce que pour l'un et l'autre, c'est aussi la priorité? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans vos programmes suite à la crise? Y compris pour moi, c'est ça qui est amusant. Alors, oui, suite à la crise, d'accord. Oui, alors je crois qu'il n'y a pas eu besoin de la crise sanitaire pour proposer un projet résolument écologiste. Vous voyez, cette crise sanitaire, si elle a eu tant d'impact, c'est parce que à la fois l'État et collectivement les collectivités locales, les régions, les services de l'État, la nation tout entière n'y étaient pas préparés. Et pourtant, des scientifiques nous disait depuis des dizaines d'années, il va y avoir un jour une crise sanitaire majeure, un virus qui va venir d'un côté ou de l'autre du monde. Ouais. Notre mode de vie ne permet pas d'atténuer les effets. Quand on prend l'avion pour un oui ou pour un non... À l'échelle de Fleury, qu'est-ce qu'on peut faire les virus circulent vite. Ouais. À l'échelle de Fleury, il faut absolument préparer la crise suivante. Se préparer à la crise suivante. Et la crise suivante, c'est la crise écologique, c'est la crise du changement climatique. Repenser les cours d'école, repenser les mobilités, repenser la ville. Tout à l'heure, j'entendais Madame Linguet, je n'ai pas pu les interrompre, parler de construire la ville sur la ville. Moi, c'est un concept que je n'accepte pas. Il ne faut pas construire la ville sur la ville, il faut la repenser. Dans les mobilités douces, dans les cheminements piétonniers, dans la végétalisation, dans l'adaptation des écoles aux fortes chaleurs, dans l'assainissement, lorsqu'on va avoir des pluies de plus en plus fréquentes, dans le maintien et le développement de la biodiversité. Et les gens à faible revenu n'ont donc pas le droit d'aller trouver du logement adapté, justement. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est très compliqué. Soit il faut reprendre de la terre ailleurs, soit il faut reconstruire sur la ville sur la ville. Avec, justement, en impliquant, et vous le savez que c'est le cas sur Interrive, en impliquant, justement, les modes de déplacement doux, en restructurant les écoles. Les écoles, je vous rappelle, à tous, qu'elles sont à Fleury dans les années 50 et 60, voire 80, sur notamment Lignerolles, etc. Donc, globalement, il y a une refonte totale du patrimoine bâti scolaire. On est d'accord. Vous avez cité Interrive, hein.
Oui. Oui, pour qu'on comprenne bien, le quartier Inter-Rives, c'est un nouveau quartier qui se trouve entre Fleury-les-Aubrais tellement... et Orléans, quartier qui est en cours de construction, qui comporte déjà un certain nombre d'hectares, 35 hectares, je crois, aujourd'hui, à terme, plus d'une centaine d'hectares, avec beaucoup de bureaux, des logements, des commerces. Et qui sera relié à la gare par un téléphérique, sujet sensible qui a été débattu ces derniers mois. Pourquoi ou pas 5%, ça représente... Alors, c'est fou quand même, ce débat sur le téléphérique qui représente un geste architectural, qui n'a rien d'anti-écologique. Enfin, vraiment, c'est 5% du budget, c'est 5% de l'ensemble du projet. Et c'est ce téléphérique qui nous permet, entre 2-3 minutes, de traverser les voies. Bon, et ça, apparemment, moi je pense que c'est plus écologique que d'aller bétonner sur 400 mètres de traversée des voies ferrées. Bon, après, c'est un sujet qu'on a ensemble depuis 2013. Je vous rappelle, Monsieur Cuspy, si vous voulez bien vous en rappeler, que en tant que vice-présidente, ce qui m'arrive de faire des choses, en tant que vice-présidente à la métropole, j'avais imposé des ateliers participatifs autour de la création et de l'évolution d'Inter-Rives, et notamment... Auquel j'ai participé, j'en ai auquel vous raté avez aucun. participé, c'est pour ça que je vous le rappelle, et j'avais véritablement imposé cette participation citoyenne, et elle doit se poursuivre, j'en suis absolument convaincue. Et ce qui est regrettable, justement, sur le téléphérique, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a eu aucune transparence. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas si la passerelle, au-dessus des voies ferrées, un ouvrage d'art, aurait pu se faire à la place d'un téléphérique. Vous savez, si on en parle, c'est pas pour vous être désagréable. Oh, il n'est pas à moi ce téléphérique, vous savez. C'est pas pour vous être désagréable. C'est simplement que les Fleurissois s'interrogent. Et à mon avis, ils s'interrogent à juste titre. Ils se disent, mais que vient faire un téléphérique à Fleury-les-Aubrais? Et après, ça, c'est la vision de la modernité. Il ne s'agit pas de montagne avec des stations de ski. Alors, il faut apprendre à écouter, déjà, Madame Linguet. Oui, professeur. Non, mais écoutez, je pense qu'il faut entendre les Fleurissois qui ont besoin de transparence. Si vous les convainquez en ayant des chiffres sur la table, chiffres selon lesquels une passerelle aurait coûté 3 fois plus cher qu'un téléphérique, peut-être qu'ils réviseront le sujet. Mais c'est pas l'avis de tous les Fleurissois, mais bon. Une passerelle ne se fait pas nécessairement sur le projet Inter-Rives, c'est pour la ville un projet d'avenir structurant, et il y a un choix à faire aujourd'hui dans le cadre de cette élection. Il y a deux choses. Il y a le projet Inter-Rives et puis il y a le téléphérique. Moi, sur le téléphérique, j'entends aussi, et je me pose les mêmes questions que le Fleurissois, sur les alternatives possibles, notamment la passerelle. Quelques inquiétudes aussi sur le rythme, et puis sur la maintenance, les risques de panne, etc. La difficulté, la discontinuité du service, et même dans un service continu, la difficulté, les habitudes qui vont se prendre ou pas, d'aller se garer de l'autre côté, d'attendre le téléphérique, d'arriver de l'autre côté pour prendre le train. Je me dis, quand les trains arrivent, que tout le monde descend du train, voire 2 trains en même temps, enfin les temps d'attente qu'il va y avoir pour aller reprendre soit son véhicule, soit les transports en commun. Bon, j'ai quelques questions. Et j'ai d'autant plus de questions que manifestement, je vois ce projet qui patine. Ah non. Parce que quand on voit Comet, à quelle vitesse c'est sorti de terre, excusez-moi Madame Linguet, le projet Comet il est sorti de terre très très vite quand même. Oui. D'une grande salle multimodale à Orléans. Le téléphérique, ça patine un peu. C'est pas le même. Un Comet, ce n'est pas. Non, c'est difficilement comparable. À un moment, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que c'est pas agréable. Mais à un moment. Vous pouvez couper Madame Kahn rapidement, il nous reste 2 minutes d'émission. D'accord. Parce qu'à un moment quand même. Vous êtes en train de confondre un endroit où il y a logement, activité économique, à terme de l'économie sociale et solidaire. Pardon, je parle de manière de conduire le dossier. Et de l'autre côté, on a un grand centre. Je n'ai pas dit que vous compreniez rien, Caroline, loin de là. Ne confondez rien. Mais non, je trouve que c'est très complexe à comparer parce que en fait, on n'a pas les mêmes enjeux. Et là, les enjeux sont absolument énormes pour Fleury. Alors qu'on les partage plus, je suis d'accord. Vous avez raison. Je voudrais, juste peut-être pour conclure, puisque vous disiez, mais ça a changé quoi finalement cette crise dans vos programmes? Moi, depuis le début, avec mon équipe, nous proposons un plan d'urgence pour Fleury parce qu'on voit tout ce qui a été laissé sans solution. Et ce plan d'urgence, il s'est révélé, au regard de cette crise, souple et adaptable
est en mesure de répondre aussi aux enjeux de cette crise. Donc on a beaucoup travaillé aussi pendant la crise avec les policiers à distance. Comment ? Oui, 1 million d'euros. 1 million d'euros, et dont 10% en budget participatif, ce qui capacité d'autofinancement de la ville, 1,5 million. Sur un budget de 30 millions pour à peu près 30 oui, millions la ville de Florisy. On n'aura pas le temps d'aller au fond des propositions des uns et des autres. Vous aurez peut-être l'occasion sur d'autres antennes de vous retrouver prochainement pour en débattre. Nous touchons à la fin de cette émission. Merci les uns et les autres d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous demain sur cette antenne à la même heure pour un prochain débat concernant ces élections municipales. Demain, nous nous intéresserons à la ville de Bourges et c'est Franck Leroy qui vous présentera ce débat. Merci d'avoir été avec nous.